tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique post-fin du monde que je voudrais consacrer cette semaine à la mort. Voilà. Alors, en préambule, quelques petits retours sur ces derniers jours. Cette vidéo et la précédente, on a eu notamment le dernier rapport du GIEC nous alarmant qu'il fallait absolument inciter nos gouvernements à réagir, sans quoi la fin du monde était déjà là. Je vous rappelle que mes chroniques post-fin du monde se proposent de questionner une fin du monde qui a déjà eu lieu et qui est essentiellement une défaite anthropologique et pas un effondrement écologique. Et ce qui m'intéresse, c'est essentiellement comment nous avons à ce point intégré le déni du monde commun dans nos pratiques, que nous sommes devenus incapables de réformer ces pratiques et nous sommes devenus incapables d'être en quelque sorte des acteurs bienveillants de ce monde et de céder quelque chose à notre pulsion de destruction qui se traduit essentiellement par la croissance, c'est-à-dire de la croissance dans la mondialisation, c'est-à-dire une intensification des échanges économiques et techniques à l'échelle du globe. Bon, donc une fois encore, on se rappelle de ce que j'ai dit dans les premières vidéos par rapport à la fin du monde. Il y a au moins 3 postures qui peuvent se compléter. Freiner la fin du monde, c'est la perspective du GIEC. Bien vivre, qui serait une autre perspective. Et enfin la nôtre qui est de prendre en charge, ou au moins prendre en compte, la crise anthropologique, c'est-à-dire ce qui nous empêche de nous réformer. Bon. J'en profite pour faire une petite parenthèse avant de commencer à vous parler de mort. De la mort dans le monde post-fin du monde. Le GIEC donne des chiffres. Alors c'est très bien les chiffres, mais ensuite on peut les... Par rapport à des chiffres, on peut essayer de les vérifier, on peut vérifier s'ils ont bien été donnés par le GIEC. Ça corrobore toute une pratique de l'expérience du monde à travers le chiffre, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement étrangère à la fin du monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le philologue, le linguiste si vous préférez, Victor Klemperer, dans LTI, la langue du Troisième Reich, disait que dans l'avant-guerre, cette culture du chiffre s'était développée dans les médias américains d'abord et avait été récupérée ensuite par les fascistes et les nazis pour dire, voilà, dans les grandes unes de journaux, plus de 1000 km de routes ont été construits, plus de 3000, etc. Vraiment l'impact du chiffre, l'impact du gros chiffre comme élément finalement incontestable. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. En tout cas, ça ne peut pas être le rapport exclusif au monde. Et de la même manière, j'aurais tendance à dire que ce qui est fact-checkable ne doit surtout pas devenir le rapport exclusif au monde. C'est parfaitement justifié de demander à une source d'être vérifiable, d'être checkable si on veut bien, dès lors qu'il s'agit de journalisme. Quand il s'agit de l'expression de la pensée, par exemple d'une pensée anthropologique, c'est plus compliqué. Une interprétation ne peut pas être fact-checkée, par exemple. Une opinion ne peut pas être fact-checkée. Et de la même manière, je pense que le chiffre a un aspect faste, il donne une idée mesurable, partageable de la situation, et notamment de la situation du monde. Simultanément, il donne un pouvoir terrible à celui qui est capable de vérifier, et celui qui devient le seul capable de vérifier. Quand on parle par exemple de l'enfouissement des déchets radioactifs en niveau de radioactivité, en niveau de Becquerel, je sais pas moi, durée d'activité du césium ou de l'uranium, on parle dans des données qui ne sont en réalité vérifiables que par ceux qui ont les moyens technologiques de le faire, ou de les projeter dans des durées beaucoup plus longues, et ça force les opposants à prendre le point de vue des ingénieurs pour s'exprimer, et à ne pas faire valoir d'autres arguments qui, en sortant d'une logique de chiffres, apporteraient des logiques de compréhension complètement différentes de la question de la gestion des déchets radioactifs. Bon, voilà, petite parenthèse finie, et on entre maintenant dans le propos qui, vous allez le voir, est effectivement dénué à la fois de chiffres et de choses qui soient
à proprement parler vérifiable. Bien, alors, je voudrais faire le lien entre la vidéo sur la violence et la vidéo sur la mort. À mon sens, il y a, si on veut se départir de la violence à l'origine de la fin du monde, un effort à porter au cœur du symbolique est par exemple la nécessité de produire du sens hors d'un système d'opposition, hors d'un système d'affrontement, hors d'un système qui fait déclencher de la violence réciproque. En d'autres termes, il faut relever le défi assez complexe d'être au monde sans ennemis, ce qui culturellement est extrêmement rare. De la même manière, j'aurais tendance à dire que, et vous allez le voir, il y a quelque chose à proposer comme une réconciliation avec la mort, et pas seulement avec la mort, mais aussi avec les morts. Les morts passées, les morts que nous sommes en puissance, et les morts de l'avenir. De la même manière, il me semble qu'il faut faire un effort pour engager radicalement les transformations du monde post-fin du monde. Il faut accepter l'idée que le social produit de la mort et qu'on n'a pas besoin d'identifier des systèmes de répression totalitaires, on n'a pas besoin d'identifier des guerres pour voir que un système social produit de la violence, produit de la mort. Et dès lors qu'on accepte que le système social français, par exemple, produise de la mort parmi les êtres humains, alors évidemment, on admet presque dans le même déni de la mort et dans la même acceptation de cette perte que le système social produise de la mort parmi les vivants, parmi la totalité du vivant. En d'autres termes, cesser de se voiler les yeux sur la violence de la société et du système social permettra probablement aussi d'engager une relation plus consciente à la mort qu'on produit dans la totalité du vivant, humain compris. Bien. Alors évidemment, attention, le social produit des morts par la misère, par les macrosystèmes techniques, par l'exclusion, par les saloperies qu'on bouffe, mais il ne produit pas que ça, il peut aussi produire autre chose que de la mort, et c'est justement, il produit de la richesse, il produit peut-être du bien-être, il produit peut-être aussi du bonheur, il produit peut-être aussi du malheur et de la dépression. Une fois qu'on pose clairement quel genre de mort il produit, on pourrait aussi poser la question de savoir quelle vie le système social peut produire. Alors voilà, un petit retour sur la semaine, le lien avec la violence, et maintenant réfléchissons un petit peu avec la mort. Je veux engager la question de la mort à partir de la notion de solidarité. Pour moi, ce qui est premier dans l'humanité, ce qui fonde l'humanité, c'est la solidarité, c'est-à-dire le fait d'être plutôt ensemble que séparément, de se rassembler autour du langage, et dès qu'on produit le langage, de produire un sentiment d'appartenance. J'en parle parce que c'est parce que les morts doivent être solidaires des vivants, et que les morts regardent les vivants et leur demandent des comptes, que nous nous sentons une responsabilité par rapport aux générations futures, que nous nous sentons l'impérieux devoir de survie de l'humanité, mais encore que nous nous sentons fiers ou honteux par rapport à ce que nous ont livré les précédents. Donc en quelque sorte, c'est par solidarité avec les morts passés et les morts à venir que d'une certaine manière, nous nous inscrivons dans une continuité du monde et d'une continuité signifiante, que le monde fait sens. Dès lors qu'on brise cette continuité, dès lors le monde n'est plus qu'une surface insignifiante dans laquelle on s'agite comme des petits moustiques hystériques pour produire n'importe quoi. On peut appeler ça de la valeur, mais enfin on peut aussi appeler ça n'importe quoi. Alors, une fois qu'on considère la mort du point de vue de la solidarité, entre les morts et les vivants, et peut-être même entre les morts et le vivant, tout ce qui meurt, tout ce qui vit, on comprend que la mort, c'est à la fois ce qui lie et ce qui délie. Nous sommes liés à la totalité du vivant, de manière très horizontale, si on veut bien, parce que la mort est notre condition commune. Et puis, nous sommes simultanément séparés par la mort,
des vivants que nous connaissons, du vivant que nous connaissons. Au-delà de cette condition commune, fondamentalement, nous sommes aussi liés, alors peut-être de manière plus horizontale, plus verticale, mais surtout de manière plus chronologique, nous sommes liés aux morts du passé et aux morts du futur. Bon, pour continuer dans cette notion de solidarité, on se rend compte que pour un être humain qui n'a plus de prédateurs, mis à part la mort par vieillesse, la mort par maladie et la mort par accident, on se rend compte que l'une des principales causes de mort, c'est la mort par rupture de solidarité. C'est la rupture de solidarité avec les pauvres, par exemple, qui cause les morts relatives à la misère. C'est la rupture de solidarité entre les peuples qui cause les morts issus des guerres ou encore ceux qui meurent d'une exploitation mise en place dans nos sociétés concurrentielles libérales de marché, parce qu'il y a des systèmes sociaux qui se font concurrence, etc. Bon, la rupture de solidarité entre un peuple et un individu peut causer une condamnation à mort. La rupture de solidarité entre les individus peut causer la mort violente, l'agression. La rupture de solidarité entre les pays qui peut tout simplement créer des frontières, et ces frontières créent des morts. C'est typiquement ce qui se passe lorsque la Méditerranée devient le cimetière de réfugiés, de migrants, etc. Pour aller sur un plan plus symbolique, c'est la rupture de solidarité entre les morts et les vivants qui crée les fantômes et qui crée toutes ces figures symboliques qui viennent nous hanter. Je pourrais même parler de la culture qu'on a des morts vivants, ce serait intéressant. Enfin, si on le prend d'un point de vue, dans une approche du corps et de l'âme peut-être un peu plus ancienne, un peu plus empédocléenne et un peu moins contemporaine, et platonicienne en ce sens que c'est Platon qui a inventé la séparation entre psychologie et biologie, la mort ne peut-elle pas être considérée fondamentalement comme une rupture de solidarité interne. Rupture de solidarité par exemple entre le corps et la vie, entre les parties du corps, pour revenir à une forme qui nous est plus commune, rupture de solidarité entre l'âme et le corps. Bon. Alors, si il s'agit de restaurer un continuum de solidarité entre les vivants et les morts, entre les vivants entre eux et entre les vivants et les morts, on peut peut-être prendre le temps de faire en quelque sorte l'histoire de la rupture de solidarité qui a eu lieu. Alors pour ça, je vous propose de recourir à un anthropologue qui s'est consacré à la question des rites de mort, qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, et je citerai essentiellement un ouvrage qui s'appelle Les rites de mort pour la paix des vivants. Et il nous propose une grande fresque historique en Occident sur les attitudes face à la mort et les rites de mort. Et il les classe essentiellement en 3 grandes étapes. La première étape, pardonnez-moi, qui va à peu près de... Non, pardonnez-moi, il y a plutôt 4 grandes étapes. La première, c'est effectivement des débuts du Moyen-Âge jusqu'en 1500. On est dans une étape de mort vraiment envisagée collectivement. Nous sommes tous des mortels, nous mourrons tous, construisons-nous des cathédrales, en quelque sorte, pour vraiment assurer cette continuité entre le règne des vivants et le règne des morts. Bien, alors ensuite, voilà, première grande étape dans la trilogie qui va nous intéresser. À partir de la fin du Moyen-Âge, nous passons de « nous mourrons tous », c'est la condition commune, à « je meurs moi ». Je meurs moi, et c'est un drame parce qu'il va falloir que j'affronte le jugement dernier. Pour affronter le jugement dernier, il va falloir que ma transition soit une performance. Il va falloir que je me confesse de mes péchés, on m'accompagne convenablement, et surtout que mon âme ne soit pas attrapée par les petits démons et qu'on l'emmène en enfer, mais au contraire qu'elle soit guidée par des anges vers le paradis. Donc d'abord, mort de moi. Deuxième étape, donc à partir de 1850, vraiment la période romantique, c'est la mort de toi. Et c'est plus précisément ceux qui sont autour du mort, qui ne sont plus là pour aider le mort à aller au bon endroit, en paradis plutôt qu'en enfer,
qui se retournent vers leur propre chagrin, vers le deuil, vers la douleur, vers le grand face-à-face du romantique exalté qui l'écharpe au vent, se confronte à l'insupportable insignifiance de l'existence, et tralala poète poète. Donc on passe de la mort de moi, c'est un drame pour... nous mourrons tous, première étape, ensuite, je meurs, il faut que j'aille au paradis. Troisième étape, mort de toi, ah là là, c'est un drame pour moi, quelle tristesse m'accable de te voir mourir et quelle angoisse m'étreint. Bien. Enfin, à partir de 1950, un autre tournant où la mort est devenue un échec de la société qui valorise la jeunesse, qui valorise la performance médicale, et en quelque sorte, où la mort devient gérée essentiellement dans les hôpitaux comme un phénomène purement objectif qui fait l'objet d'un déni collectif. C'est une mort qui devient absurde, qui devient systémique, qu'on ne sait pas prendre en charge collectivement, qui existe d'ailleurs plus comme un chiffre que comme autre chose. Ce sont des morts produites par le système routier, par la gestion des produits chimiques parmi nous, par la gestion de la qualité de l'alimentation des individus. Donc c'est vraiment un échec de performance de la société avec un certain nombre de personnes, pas parmi les moins puissants de notre société, qui investissent des millions dans le transhumanisme, c'est-à-dire dans l'idée de dépasser par la performance technologique cette limite humaine qu'est la mort. Bon, voilà. Donc le résultat de cette quatrième étape, hein, la mort vidée de son sens, c'est qu'on se retrouve avec des morts qu'on cache, des morts qu'on enroule dans une couverture dans les EHPAD pour les évacuer le plus vite possible, des rites de soins aux morts qui disparaissent de plus en plus, des rites d'accompagnement du mort, de banquets funèbres qui disparaissent encore. On se retrouve avec une mort qui n'a pas de sens, qui n'est pas présente dans nos vies, qui est insignifiante et qui en quelque sorte, voilà, tout simplement n'a pas de sens. Et ne nous relie pas aux vivants et ne nous donne pas de lien fort et marqué avec les morts. Aussi simplement que ça, on ne va pas de manière régulière les célébrer, les faire revenir parmi nous. On ne va pas leur lier les mains ou au contraire leur donner du pain dans leur cercueil pour qu'ils ne leur prennent pas l'envie de revenir ou qu'affamés ils ne trouvent pas leur route jusqu'au paradis et donc reviennent. On ne leur donne pas de place parce qu'il n'y a plus de récit pour encadrer ce sens et surtout parce que la mort n'est ni un aboutissement, ni un achèvement, ni quelque chose qui prend sens dans une cosmogonie, c'est tout simplement un événement absurde. Alors, vous voyez, c'est finalement une mort qui n'a pas de sens, il y a quelque chose de très abyssal là-dedans, parce que quand on a de la mort qui est produite essentiellement par un système industriel, des techniques et social, vraiment cet aspect de système qui produit de la mort, qu'on ne parvient pas à freiner, et qu'on est en train d'étaler à la totalité du vivant et à la totalité de la biosphère, quand on est devant cette espèce de double mécanique absurde, double parce qu'elle produit de la vie absurde et non signifiante, et elle produit de la mort qui est absurde et non signifiante, à part qu'il faut créer du profit. Voilà, ça crée une question qui est terrible, et qui est pourquoi alors qu'il n'y a pas de guerre, on produit tant de morts par rapport aux vivants humains et autres. Alors, pour moi, on touche ici au cœur du lien entre mort et fin du monde. Les morts, en tant que symbole, ont disparu pour nous freiner, pour nous guider, pour tenir le monde, pour le délimiter, pour rire de nous. Hein. La mort rigolarde, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. La mort est elle-même maquillée en réalité sans cesse par un système industriel étatique qui ne produit qu'une mort dissimulée, non signifiante et absurde. Donc voilà, on a perdu la mort comme limite et la mort comme lien. Vous voyez, quand je parle d'acosmisme, c'est l'action qui suit une volonté illimitée par rapport au monde et qui en fait l'économie du monde et déploie l'action sans limite, sans fin, et par conséquent une action qui est irrémédiablement destructrice. Les morts dans les systèmes culturels étaient par essence des présences symboliques signifiant la limite.
donc en quelque sorte des freins à l'acosmisme et des freins à l'illimitation de la volonté. Bon. Donc il me semble que reconstruire un monde post-fin du monde exige de reconstruire un lien, une surface matérielle de négociation entre les vivants et les morts, afin que la vie redevienne suffisamment sacrée, suffisamment signifiante pour empêcher de la détruire. Bon, sans pour autant revenir à l'éternel écueil de la vie éternelle, parce qu'évidemment, bon, moi ça me terrorise, l'idée de vivre éternellement. Donc voilà, simplement reconstruire, retisser des liens avec les morts. Bon. Il s'agit de recréer une culture de mort qui est notoirement absente. Elle est notoirement absente, par exemple, dans les systèmes hospitaliers et dans les services de soins palliatifs, hein, où bien qu'il y ait des formations, les soignants vous racontent qu'ils se retrouvent extrêmement dépourvus par rapport à la mort, parce que même s'ils ont eu des formations, néanmoins, la culture généralement partagée à l'extérieur ne fait pas de place signifiante à la bonne mort, par exemple. Alors, dans un service de soins palliatifs, c'est ça qu'on cherche. Donc on cherche un point absent, un point absurde, dès lors qu'on sort des murs du soin palliatif. Une mort signifiante, une mort qui a sa place. Là, on a une bonne mort à l'intérieur d'une chambre dans un hôpital, mais ça n'est pas une bonne mort pour la société en général. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ce serait qu'une bonne mort. Parce qu'on n'a pas de culture de la mort, on n'a pas de lien avec nos morts, et avec le mort qu'on sera, et avec les morts qui viendront. Bien. Voilà. Ne pas les laisser tomber, leur reprendre la main, de telle sorte aussi qu'ils puissent baliser notre action. Et par ailleurs, quand je dis leur tendre la main, c'est aussi faire lien avec tout le vivant, c'est-à-dire tout ce qui meurt, c'est-à-dire tout ce qui en ceci nous est semblable. Bien. Donc, pour ça, il faut simultanément nous extraire du monde post-fin du monde, c'est-à-dire simultanément d'un espace immatériel produit par l'intensification des flux économiques et techniques, donc du monde mondialisé, hein. Il faut nous extraire de ça, et simultanément, il faut nous extraire du monde désenchanté, c'est-à-dire du monde pas assez magique pour lier les morts et les vivants. Le monde désenchanté, c'est le monde qui est issu d'une rationalisation du monde telle qu'elle interdit l'investissement imaginaire du monde. Bien. Enfin, je pense qu'il nous faut nous extraire de la terreur liante, c'est-à-dire de toutes les perspectives catastrophistes qui, en fait, nient les morts que produit déjà le monde mondialisé et agitent comme un hochet effrayant les morts en réalité irréelles et impalpables et inconcevables que produirait la grande catastrophe, c'est-à-dire l'annihilation de l'humanité. Donc, pour moi, les deux visions font l'économie de la mort, parce que quand on est dans la mondialisation et qu'on considère que l'intensification des échanges économiques et techniques entre agents économiques et techniques, un agent économique c'est interchangeable, ça ne meurt pas, à la rigueur c'est moins efficace, mais ça ne meurt pas. Donc voilà, cette perspective-là fait l'économie de la mort, et de la même manière la perspective catastrophiste, parce qu'elle est aberrante, elle fait l'économie de la mort. Nous allons tous mourir même s'il n'y a pas de catastrophe, c'est notre condition humaine. Et par conséquent, en prenant l'image de la fin du monde comme hochet pour orienter comme carotte pour orienter les politiques publiques, il me semble que elle agite en réalité quelque chose comme un impensable et comme quelque chose qui ne peut pas servir de motivation de l'action. En réalité, quand on pense la fin du monde, on pense plutôt à une tristesse de vivre, à une insignifiance, à une volonté de refaire. On n'est pas matériellement en train de se confronter à la perspective assez baroque et étonnante de la disparition de la totalité de l'existant, humain en tout cas. Bien. Alors, pour commencer ce chemin de reconstruction des liens avec nos morts, je ne vais évidemment pas vous proposer une culture à adopter, ça serait complètement absurde. Et puis, on ne peut pas proposer de culture à adopter. La culture est toujours réinterprétée et reconstruite à l'échelle de la fréquentation. Mais, néanmoins, je pense que la première chose, c'est se défaire aussi bien de la terreur ou du déni de la mort, c'est-à-dire la grande terreur catastrophiste ou le déni de la mondialisation. Pour commencer, ces deux visions, ces deux grandes visions font l'économie du monde tel qu'habité par des mortels et du vivant, unis, ensemble dans une seule et même condition.
de mortels. C'est donc non pas au nom de l'interdiction de l'humanité de se supprimer elle-même que nous allons penser, mais au nom du lien entre les vivants, lien qui est consacré par leur commune condition de mortel. Et dans les vivants, j'inclus tout le vivant. Alors, pourquoi faire ça? Parce que si on ne fait pas ça, on objective le mourant, on inclut sa mort dans une logique financière, technologique, technique, elle est refroidie, cachée, non investie symboliquement, elle est sortie du culte, et donc elle est par ailleurs sortie d'un endroit où on pourrait tisser des liens. Elle est sortie du culte, c'est-à-dire de la culture, de l'endroit où on peut tisser des liens. Quand on commence à pouvoir tisser des liens avec la mort, on a une espèce de puissance et d'enthousiasme humain complètement fou. Ça change le monde. C'est assez précisément regarder la posture terroriste, c'est typiquement ce qu'ils font. Ils se mettent en lien avec la mort, avec l'idée qu'ils auront des tas de vierges plus tard, et hop, ils changent de signification. Alors je pense qu'on peut aussi changer de signification, mais plutôt pour sortir de la mondialisation que pour rentrer dans la folie meurtrière. C'est exactement l'inverse. Bien. À mon sens, d'ailleurs, en produisant une théorie séduisante du lien avec les morts et les vivants, du lien entre les morts et les vivants, voilà, on peut engager la lutte contre l'acosmisme, contre la fin du monde, et puis, bon, je crois que ça suffit, c'est déjà une tâche assez importante. Bien, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui nous menace? Il nous menace des apories, des impasses, des lieux dans lesquels il n'y a plus rien qui fait sens. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la mort n'a plus de sens? La première aporie, par exemple, pour moi, elle se traduit par exemple dans l'incapacité à justifier la dévoration des animaux et leur mise à mort. Mais oui, quand un éleveur est obligé de dire oui mais vous comprenez, j'ai des contraintes économiques qui m'amènent à mettre les poules dans des cages, et puis voilà, elles souffrent pas mais on est bien obligé de faire comme ci, comme ça, ou elles souffrent et ceci et cela. En fait, il va chercher dans son activité, son métier, qui est aujourd'hui non plus un ensemble de règles et de traditions propres à une corporation, mais essentiellement le fruit d'une organisation de l'économie. Donc il ramène de l'économie pour expliquer la gestion de quoi? Du vivant. L'économie, pour expliquer la gestion du vivant, ça dessèche complètement le rapport qu'on a au vivant, et c'est incapable de produire une justification autre qu'économique à la mort. Et par conséquent, dès lors qu'on n'honore pas la mort de l'animal, dès lors qu'on n'intègre pas dans une solidarité des vivants et des morts telle qu'elle peut exiger à l'intérieur d'un sacrifice, dès lors qu'on n'intègre pas le meurtre, l'abolition du vivant, l'abolition de la vie dans le fait de manger, dès lors qu'on ne donne pas ce sens-là, alors effectivement, ça devient injustifiable. Ça devient complètement injustifiable de manger de la viande. On ne peut pas, par exemple, justifier cela en dehors d'un paradigme dans lequel l'être humain est reposé comme non pas simplement un prédateur ou quelqu'un qui tue, mais par exemple quelqu'un qui sacrifie de la vie pour vivre et qui le fait de manière organisée. Et dès lors qu'on sacrifie, on le fait dans un temple ou dans un endroit qui est consacré d'une manière ou d'une autre, mais surtout, on le fait en rapport avec l'ordre du monde. Et on a conscience de cet ordre du monde quand on produit. Et par conséquent, on est de ce fait confronté à ces limites-là avant de produire ou de manger. Dès lors, le même agriculteur à qui on demande pourquoi il met ses poules dans des cages, ne pourrait plus les mettre dans des cages en fait, parce qu'il serait amené à dire mais voilà, moi je produis des poules parce qu'il faut respecter l'ordre du monde, et dans l'ordre du monde les choses sont ainsi faites que nous sommes amenés parfois à sacrifier pour ceci ou pour cela des animaux sur l'autel. Et alors moi je ne suis pas pour ou contre les mangeurs de viande, la chose ne m'intéresse pas du tout. En revanche, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir qu'il y a une crise du symbolique à cet endroit-là.
Il y a une crise du symbolique à cet endroit-là parce que nous ne sommes pas capables de justifier la mort que nous imposons. Et alors voilà. Bon, alors la seconde aporie du déni de la mort, du fait de ne pas regarder la mort en face, c'est le fait de n'avoir plus aucune raison de se lier aux autres vivants humains. Dès lors qu'on ne considère plus la mort, et que la vie n'est simplement qu'une fenêtre de tir pour un agent économique qui va se déployer et jusqu'à ce qu'il soit remplacé, etc., etc., dès lors, effectivement, nous ne sommes pas liés par cette condition de mortel, et c'est ce qui va amener, par exemple, quelque chose d'extrêmement brutal, finalement. Je passe du débat sur le véganisme au débat sur des migrants en Méditerranée. Dès lors que la réponse par rapport aux migrations en Méditerranée se construit à partir de réactions par rapport au taux de chômage dans les différents pays européens, dès lors, ou au respect de telle ou telle entité culturelle ou une unicité culturelle, dès lors on se met en position d'imaginer la situation suivante. Vous êtes en mer, votre bateau coule, vous êtes en train de vous noyer, et une barque détachée d'un navire venu à votre secours arrive vers vous. Et là, un homme vous tend la main, tout en compulsant son téléphone portable. Et au moment d'arriver, finalement, il retire la main et il dit voilà, je suis désolé, mais le taux d'emploi a changé dans l'espace géostratégique des démocraties libérales de marché européens, et donc vous n'êtes pas sauvable. Votre crédit baisse, vous commencez à couler. Et puis là, pouf, il vous reprend et il dit si, en fait, si, ça va, là d'un seul coup, il y a une usine qui a ouvert en Tchéquie, on a un emploi pour vous. Il vous monte à l'arrière. Puis on avance un peu, puis il vous rejette à l'eau parce que l'usine a fermé. Et donc vous n'avez qu'à crever. C'est pas une humanité qui est pensable ou acceptable. Et simultanément, c'est celle qu'on mobilise quand on considère ces questions-là. Donc, à cet endroit-là, revenir à des choses élémentaires comme la communauté des vivants, par exemple avec les animaux, c'est on ne sacrifie pas si ça n'a pas de sens, et on assume le sens de ce qu'on fait, et simultanément, par rapport aux vivants humains, il y a une solidarité humaine par rapport à la mort qui est non négociable. Voilà, ça permet finalement de résoudre un impensable et des débats publics dans lesquels chacun se sent extrêmement mal parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Ça me fait penser à la fin du film THX 1138, pour ceux qui connaissent, où le héros... je ne vous révélerai pas la fin du film, mais néanmoins... Non, je m'arrête là. Regardez-le, c'est génial. Le premier Lucas. THX 1138. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que... Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va tendre la main à une personne qui se noie, donc lui assurer un secours, et puis vérifier en même temps la compatibilité de cette identité-là avec l'équilibre culturel des différents pays. Donc on va dire, voilà, écoutez, on a atteint 6,8% de personnes musulmanes en Europe, ça remet en cause l'équilibre à partir d'une idée qu'on s'était fait de l'Europe qui était exactement à 6,7%, je ne sais rien, quelque chose de délirant comme ça. Et donc, si vous êtes chrétien, je vous tends la main, si vous ne l'êtes pas, vous mourrez. Au moment du secours, au moment où la question qui se pose c'est la vie ou la mort, et la vie ou la mort qui est représentée par la présence ou non de bateaux de secours dans ces zones-là, en fait, on se retrouve face à des choses qui sont dégradantes dès lors qu'on les fait. C'est-à-dire qu'on a rompu une solidarité humaine avec un vivant, et on l'a laissé mourir. Et dès lors, on peut s'imaginer que ce raisonnement s'applique à nous sans cesse. Mais il s'applique à nous sans cesse. Bien.
je pourrais revenir sur les façons dont on maltraite les gens dans telle ou telle entreprise, les menant quasiment statistiquement à se suicider ou à se faire du mal ou à entrer en dépression. Bon, voilà. Alors, pour sortir de ce genre d'aporie, il me semble que, voilà, une des tâches qui nous échoue à nous autres promeneurs dans les ruines florissantes du monde post-fin du monde, c'est de reconstruire une présence des morts parmi nous. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est reconstruire des cultures de morts. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais littéralement l'enjeu, c'est de redonner de la signification à la vie, c'est de s'arracher à la condition d'agent économique et technique, c'est de limiter son action grâce à la présence des morts dans notre espace, et d'intégrer la communauté du vivant dans la façon dont nous pensons nos actions. Voilà. Bon, alors je ne l'ai pas fait maintenant parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était fatigant de l'avoir au début, mais je vous rappelle le credo, hein, la fin du monde a déjà eu lieu. Nous sommes déjà devenus incapables de nous corriger en fonction de nos fautes et de nos crimes. Nous nous sommes déjà abolis en tant que possibilité de liberté et nous avons parcouru un superbe trajet entre Hiroshima et Fukushima. Tiens, oui, il y a la place des morts, c'est assez intéressant. La soi-disant catastrophe à venir n'est qu'un argument au service d'une gouvernementalité déjà en place. Bien. Mais voilà, je vous propose de réfléchir à ça. Quelle place on peut faire à nos morts pour nous limiter dans nos actions? Quelle place on peut faire à notre mort pour nous limiter dans nos actions? Quelle signification, en quelque sorte, laïque, ou en tout cas non située dans un champ antagonique, peut-on produire pour redonner de la signification à la mort? En gros, pour reprendre littéralement la formule de Louis-Vincent Thomas, comment à nouveau ritualiser la mort de la totalité du vivant pour la paix des vivants. Voilà, et bien sur ce, joyeusement, youpia, je vous dis à la semaine prochaine.